Bonjour, ce matin je rencontre un personnage mythique, un capitaine grandement apprécié, Marc Harvey, qui vient d'écrire un livre. On va parler tout à l'heure de ton livre, mais pour tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de ton enfance. Tu es originaire de l'île? Oui, effectivement, je suis originaire de l'île aux Coudes. Je suis né à l'île aux Coudes le 2 octobre 1949. OK. Et puis, ça me donne 73 ans aujourd'hui. Mon enfance, c'est une enfance marquée par la présence des bateaux tout le temps, parce que mon père avait commencé à naviguer très jeune avec son père lui-même, Abel Harvey. OK. Abel Harvey, qui était un capitaine célèbre dans ce temps-là, qui était la 7e génération d'Harvey navigateurs, là, depuis l'arrivée des premiers colons. Je raconte un résumé de ces 8 générations-là dans mon livre, là, un court résumé pour situer le lecteur. Puis en même temps, ça m'a permis de me resituer moi-même aussi. Là. OK. Fait que cette enfance-là, ben, je l'ai vécue. L'influence des goélettes, l'influence des bateaux, bien, ça a été marqué par... Ça a marqué mon enfance. Rappelle-nous le nom de ton père et le bateau dans lequel il naviguait. Bien, mon père se nommait Néré Harvey. OK. Son père, à lui, c'était Abel Harvey. Abel Harvey, le capitaine Abel Harvey, maître de pêche, qui avait été le dernier à tendre la pêche au marsouin en 1924. OK. Il avait été rendu célèbre par le film de Pierre Perrault, là, OK. Pour la suite du monde. Mais là, c'était une pêche, mais lui, il était capitaine de bateau. Oui. Ton grand-père, si on parle de ton grand-père, quel bateau, lui, il conduisait? Parce que j'ai pu comprendre que le marsouin, vous ne le cherchez pas en bateau, c'était une sorte de pêche qui Oui. De toutes les générations d'Harvey qu'il y a eu, là, ils ont toujours été propriétaires de des bateaux. C'était des constructeurs de bateaux depuis leur origine. OK. Quand ils se sont installés ici, les gens qui s'installaient à l'île aux Coudes en 1720, à 1728, il fallait qu'ils savent naviguer un peu. Il fallait qu'ils soient capables de se faire des canots pour sortir de l'île. Pas moyen de sortir de l'île, pas de canaux. Ils construisaient des petits canots assez gros, plus gros en vieillissant. Plus la technique avançait, plus il devenait marin. Il fallait qu'il y ait une terre à cultiver pour être capable de survivre. Il fallait qu'il y ait des canaux pour être capable d'aller à terre, d'aller à Baie-Saint-Paul. Ces techniques de construction de bateaux-là se sont améliorées au fil des générations, si bien qu'en 1850, ils construisaient des bateaux assez gros. OK. Parce qu'avant, c'était plus des genres de chaloupes, là, comme on voit là, la chaloupe à côté de toi. Là. Oui, ça, c'est un modèle qui était utilisé pour traverser l'hiver. Ça qu'on voit ici à côté, là, l'été puis l'hiver. Au tout départ, c'était plus des chaloupes. Puis, donc, toi, ton enfance, tu as vécu là-dedans, dans l'environnement marin. Oui, c'est ça. Oui. Puis ton grand-père, il comptait. Est-ce que tu te rappelles de ses voyages? Est-ce que tu te rappelles un peu de son vécu de marin? Bien, mon grand-père, lui, il était issu d'une famille de marins lui-même. Il avait son frère aîné se nommait Néré Harvey. OK. Mon père a été nommé, c'était baptisé Néré Harvey. C'était en l'honneur de son grand-oncle, là, qui était le frère aîné de la famille à Désiré Harvey, qu'on surnommait Pechien, là. La famille des Pechiens, là. Il y avait des surnoms, beaucoup. Toutes les familles avaient un surnom. Et, notre branche d'Harvey, c'était les Pechiens. D'autres, c'était d'autres choses. C'était les Tiwil, c'était les Cassis, il y avait tout un surnom, là, pour les différencier. Fait que lui-même, mon grand-père, lui, il y a eu des goélettes. Il y a eu la grande goélette qui s'appelait la Néré Harvey numéro 1. Là, ils n'ont pas de moteur, ça. C'était une grande goélette à voile. À voile. Okay. Une goélette à voile, une 2 mois à voile, là. OK. Puis en 1936, il avait fait construire la AHL Transport par un artisan, un constructeur de goélettes dans ce temps-là, qui se nommait Étienne Desgagnés, là. OK.
Là, à ce moment-là, il y a un moteur. Elle avait un moteur, oui. OK. Fait qu'on passait de la voile au moteur. Tu as vécu ça, toi, J'ai pas dans ta vécu ça, jeunesse? j'ai pas vécu le passage, j'en ai entendu parler. Là. OK, oui, c'est ça. J'ai lu là-dessus, j'en ai entendu parler. OK. Puis après ça, mon grand-père avait fait construire la AHL Transport en 1936. OK. Et puis, mon père avait navigué à voile sur la première goélette qu'il y avait. Puis là, en 1936, ils ont commencé à naviguer à moteur à bord de la goélette à mon grand-père, la AHL Transport. Ton grand-père, quelle cargaison qui transportait à l'époque? Bien, dans ce temps-là, il y avait les goélettes servaient à l'approvisionnement l'approvisionnement des villages. Des villages. Ils transportaient du cargo général pour aller approvisionner les voyages, les villages. Puis ils repartaient chargés avec du cargo général, les produits de la ferme familiale, les produits des autres fermes aussi, ceux qui n'avaient pas de bateau, puis ils transportaient ça. Principalement à l'île, ça, ou il y avait d'autres... c'était seulement sur l'île? Non, il y avait des clients à l'extérieur. Il y avait des clients extérieurs. Il y avait des clients des endroits où il n'y avait pas beaucoup de goélettes. Là, ils allaient là, puis ils prenaient des commandes. Parce qu'il y avait beaucoup de quais à l'époque, partout. Oui. Il y avait des quais. Il y en a... Oui, c'est ça. Puis il y avait des quais. Puis là, après la guerre, là, les papetières se sont mis à produire là, beaucoup de papier. OK. Et puis, là, le marché du bois de transport, du bois de pulpe a augmenté considérablement. Puis là, les goélettes étaient beaucoup utilisées pour le transport du bois de pulpe à partir des villages. Vers quelle année, ça, à peu près? Dans les années 40, là, puis 45, là, après la guerre. Dès ce départ-là. Il y a eu une utilisation assez grande des goélettes qui étaient des goélettes du Saint-Laurent qui avaient été, les modèles de goélettes du Saint-Laurent avaient été adaptés par les constructeurs de goélettes. Ils avaient adopté une forme de goélette qui permettait de les faire échouer. C'était des goélettes à fond plat. OK, parce qu'avant, les goélettes n'avaient pas le fond plat, fait que tu ne pouvais pas les faire échouer. Ça, c'était les premières goélettes, ça. Bien, on pouvait les faire échouer, les goélettes à quilles. Les goélettes à quilles, ils pouvaient échouer, mais ils échouaient penchés, puis c'était mal d'adon un peu. C'était plus difficile, ouais, c'est ça. Bien, quand ils échouaient sur un fond vaseux, il restait à plomb, mais quand ils échouaient sur un fond dur, il avait tendance à se coucher sur un côté ou de l'autre. Ouais, fait que c'était moins d'adon pour charger. Il y avait-tu un avantage au niveau du fond plat par rapport au fond évasé? Là, oui, les goélettes à quilles, là. À quilles, oui, c'est ça. Est-ce que la goélette perdait quelque chose du fait qu'elle devenait avec un fond plat? Bien, les goélettes à fond plat avaient deux avantages. Ils permettaient d'échouer à plomb. OK. Puis ils permettaient de s'attirer moins d'eau. Ah, OK. Parce qu'une goélette à quilles tire plus d'eau qu'une goélette à fond plat, là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de haut fond. Fait que c'était pour rentrer dans des places à l'échouage. Puis comme les principaux ports de chargement, les principaux ports de chargement du bois de pulpe là, étaient sur la rive sud parce qu'il y avait beaucoup de transit, il y avait beaucoup de commerçants de bois qui étaient sur la rive sud. Okay. Enfin, il y avait des quais à tous les villages de la rive sud, à partir de Berthier-sur-Mer. Okay. Berthier, il y avait un quai, on a chargé là. Montmagny, Lillette, Saint-Jean-Port-Joli, le grand quai de la Rivière-Ouelle, le quai Saint-Jean-de-la-Pocatière, Kamouraska, Saint-André, Rivière-du-Loup. Okay. Trois-Pistoles, puis après ça, ça allait à Rimouski, Baie-des-Sables, Matane. Fait qu'il y avait de l'exportation de bois à chacun de ces quais-là. OK. Puis ces quais-là avaient été construits à l'époque juste pour le bois ou c'était des quais quand... vous faisiez quand même le transport avant de d'autres matières? Oui. Est-ce que ces quais-là servaient également à transport pour ravitailler les villages? Oui, ces quais-là avaient servi dès leur construction dans les années 1880-1900. Là, les quais se sont construits, peut-être même avant, là, pour approvisionner les villages surtout. Okay. Le transport routier était très difficile. Le transport par goélette c'était très utile, là. Oui. Mais dans les années que j'ai connues, puis que dans le temps de mon père, là, c'était surtout le transport du bois de pulpe.
ça avait donné une deuxième vie, parce que là, les camions avaient déjà commencé. Oui, c'est ça. Ça donnait une deuxième vie pour la rentabilité des goélettes. Effectivement. Ça fait que là, mais ces quais-là, ce qui donnait la chance aux goélettes d'avoir d'ouvrage, ces quais-là ne pouvaient être accessibles aux gros bateaux. OK, bien aux gros bateaux que les grosses compagnies s'étaient achetées. Comme l'Anglo, à Québec, la compagnie L'Anglo avait acheté après la guerre des grosses barges de débarquement là, qui pouvaient mettre, je pense qu'ils mettaient 2000 cordes, là. OK. Puis ils ne pouvaient pas aller là. C'était les goélettes qui s'occupaient ça leur donnait une chance, là. Oui, c'était des quais qui n'avaient pas beaucoup d'eau. À marée haute, ils pouvaient monter 10, 12, 14 pieds d'eau dans les grands mers. Les goélettes pouvaient y aller, ces gros bateaux-là ne pouvaient pas y aller. Fait que les gros bateaux qui approvisionnaient les moulins de papier, oui, il y avait du travail, mais ils allaient chercher ça plus loin. Fait que les goélettes avaient quand même leur avantage. Une bonne clientèle, disons, parmi les commerçants de bois à l'époque, là. Fait que c'est ça qui leur donnait du travail. Donc, toi, tantôt on était encore un peu dans ton enfance, là. Est-ce que dès ton enfance, tu naviguais avec tes parents? Ben oui, bien sûr, là. Et, quand je suis venu au monde en 1949, mon père naviguait. OK. Il naviguait à salaire. Il a navigué 5 ans à salaire. Il était sur le bateau de ton père ou? En 1949, mon père a commencé à naviguer à salaire. Il avait navigué à bord de la OHL puis de la goélette à voile, mais il a commencé à naviguer à salaire parce que là, il ne pouvait pas naviguer toute la famille à bord de cette petite goélette-là. Là. Il fallait qu'il y ait l'argent rentre. Là. Il naviguait à salaire. Elle était de grandeur, la goélette de ton grand-père? Elle avait 70 pieds de long. Là. C'était pas une grosse goélette. Mais il avait commencé à naviguer à salaire pour les Tremblay de Rimouski. OK. Je suis à Saint-Onge-Transport. En 1949, je suis à Saint-Onge-Transport. En 1950, je suis à Saint-Onge-Transport. Puis là, à l'automne 50, là, Carole était venue au monde, il y avait 2 enfants. Puis là, mon grand-père, la goélette familiale, là, elle avait besoin d'un gros radoux. Oui, parce que ça vieillissait vite. Ben oui, ça vieillissait vite. C'était pas éternel, les goélettes. Fait qu'elle avait besoin d'un gros radoux. Puis les 2 frères à mon père qui l'utilisaient, ils étaient plus intéressés là, à naviguer cette vieille goélette-là. OK. Mon père, il était plus jeune que ses 2 frères aînés, l'oncle Abel puis l'oncle Henri. Il a dit, je vais la réparer. Okay. Je vais la réparer, il m'a dit faire un gros radeau, puis ça va me faire un bon bateau, puis après ça, j'ai tout l'hiver pour faire ça, puis je vais devenir un capitaine propriétaire de goélette. Ah, OK, ben oui. Puis le plus jeune frère à mon père se nommait Gonzague. Mon père avait 27 ans déjà, là. Okay. Et le plus jeune frère à mon père se nommait Gonzague. OK. Fait que là, il a dit, Gonzague, va prendre Gonzague avec moi. Fait que Gonzague est devenu associé avec mon père, qui était plus vieux, c'est lui qui amenait ça. Puis ils ont réparé cette goélette-là toute l'automne. Ils sont mis là-dedans aussitôt qu'ils ont commencé. Puis là, ils sont aperçus qu'il y avait des gros radeaux à faire sur la goélette, là. Mon oncle Éloi Perron... c'était ton oncle, ça, Éloi? Ben oui, Éloi Perron. Sa femme, Pierrette, c'était ma moraine. OK. C'était la sœur à mon père. Fait que je parlais avec souvent mon oncle Éloi Perron, qu'on appelait mon oncle Corbeau, là. OK. Puis je parlais avec souvent. Il dit, quand ton père a starté, il dit, le radoux de la OHL, il dit, c'était tout un radoux qui avait starté là dans l'automne, mon petit garçon. Il dit, j'ai été l'aider. Il est venu, il dit, c'était son beau-frère. Mais il dit, moi, j'avais eu la chance. Il dit, j'avais la même âge que ton père, mais moi, j'avais comme eu la chance de construire le TBE, puis de réparer le Saint-Rita, puis le TBE, la construction du TBE. Il dit, ça m'avait donné des connaissances que ton père n'avait pas. Okay. Il dit là, puis j'ai dit, j'étais bon dans le bois. Il dit, j'étais bon dans le bois. Éloi Perron, c'est vrai qu'il était habile de ses mains. Il avait appris ça de son beau-père, Todor. Okay. Fait que là, il dit, je les ai aidés tout l'hiver, je les ai aidés à reformer, à donner des formes à la goélette. Parce que c'est le bas qui pourrissait? Ou... Le bois pourrissait, la goélette perdait sa forme. Okay. Et quand on enlevait des morceaux pour les réparer, là, la goélette avait tendance à se déformer encore plus. Ben oui, OK. Fait que là, il n'y avait plus à la réparer comme ça. Ils l'ont réparé, ils ont mis des tiges d'acier pour y redonner des formes, pour la relever, puis redonner sa tonture, puis changer des bordées.
puis des étraques de pompe. Il avait fait un gros radeau, là. Ah oui, oui. Un gros radeau. Là, tu nous donnes plein d'informations. Puis c'est un monde, les goélettes. Tu sais, on a une goélette, c'est tous les noms des membrures, puis tout ça, là, c'est un bagage qu'il faut garder. Ça. Ah, ben, c'est sûr et certain. Il faudrait... il y a déjà des gens qui ont parlé de ça. Là. OK. Je ne suis pas le seul à parler de ça. Il y en a bien qui l'ont parlé avant moi. Là. C'est ça. Mais moi, je suis un profane. Là. Tu sais, je le découvre avec Éloi Perron Éloi Perron a écrit des livres à ce sujet-là. Michel Desgagnés a écrit des livres à ce sujet-là. Il y en a plusieurs qui ont écrit à ce sujet-là. Moi, j'écris puis je raconte ce que j'ai vécu dans mon temps, mais aussi ce que j'ai entendu parler d'eux. C'est ça, oui. Parce que là, dans ton enfance, là, c'est sûr que notre première section est là-dessus. C'est là le contact que tu as avec des vieux marins qui ont passé... Parce que c'est une aventure, une vie de marin. Ah oui, c'est une aventure qui commence tôt dans mon cas, dans notre temps. On n'était pas le seul, on était des centaines à l'île. À quel âge tu t'embarques dans ça? J'ai commencé à naviguer avec mon père. Là, mon père a eu La Rochelle en 1951, moi j'étais venu au monde en 1949. J'ai commencé, je devais avoir 3, 4, 5, 6 ans. Là. Ma mère allait faire des tours parce que Mariette gardait Carole, puis elle venait faire des tours à bord de la goélette, puis j'ai commencé comme ça. Puis c'était l'été, la goélette, l'hiver, oui, c'était rien que l'été. C'est l'été. Le premier voyage du printemps, là, le premier voyage du printemps, ça arrivait souvent que c'était un voyage de patates. Ils chargeaient un voyage de patates du printemps. Des patates de l'île? Des patates de l'île. Ils gardaient les patates dans des caveaux à patates tout l'hiver, là, pour pas qu'ils gèlent, là. Il y en avait beaucoup de caveaux à patates. Les cultivateurs gardaient leurs patates l'hiver, puis les patates étaient encore bonnes le printemps. Puis les patates étaient rares dans les villes, là. Fait qu'ils chargeaient les patates, ils pouvaient mettre 600 poches de patates dans une goélette, puis ils allaient vendre ça à Québec. Mais il y en avait des goélettes qui allaient jusqu'à Chicoutimi, chargées de patates. J'étais pas la seule goélette à y aller. Parce que c'est ça. C'est un autre secteur aussi qu'il fallait apprivoiser, apprivoisonner, en fin de compte. Fait qu'il allait, il partait avec des cargaisons de patates, puis il s'installait au quai de Chicoutimi. Puis là, il vendait les patates sur le quai. Il y a du monde qui venait acheter des patates. Il arrivait avec son bateau, puis là, il vendait sa marchandise directement comme un marché public. Oui, souvent, il faisait ça. Puis à Québec, il faisait ça. Mon oncle Éloi Perron, mon oncle Corbeau, il raconte ça dans ses récits. Là. Des fois, ça prenait du temps à vendre. Là. Puis après que la cargaison n'était pas vendue, le bateau restait à quai. Ah oui, il restait là tant qu'il n'avait pas fini de vendre les patates des habitants de l'île, puis il leur ramenait l'argent. Puis des fois, avec l'argent, il achetait des produits qu'il avait besoin. Là, le cultivateur, il disait, avec mon argent, achète-moi telle affaire, tu me rapporteras ça. OK. Des fois, ça prenait du temps à vendre. Ça prenait de la gestion aussi. Ah oui, c'était la gestion. Quoi acheter à qui? Il y avait une petite enveloppe avec les patates de chacun, là. OK. Puis il fallait qu'il gère ça. Mon oncle Corbeau disait, il y a des années, il dit que ça prenait du temps à vendre les patates. Puis il dit, là, les patates commençaient à germer dans le cale. Oui. Puis là, il dit la nuit, on te germait les patates, on enlevait les germes, puis on les vendait dans le jour. OK. Oui, c'était... Donc, à ce moment-là, est-ce que tu as eu une belle enfance? On va essayer de conclure ton enfance. Tu as été à l'école, tu allais à la petite école quand même? Ben oui, mon enfance, c'est sûr. Vu après, là, ça a été une belle... On ne savait pas dans ce temps-là, l'enfance qu'on vivait, si c'était une belle ou pas belle. OK, c'est ça. Mais c'était l'enfance qu'on vivait. C'était la réalité de ce temps. Ma présence, par rapport au bateau, là, par rapport aux goélettes, là, la goélette à mon père, elle naviguait pas loin. Là. Elle naviguait pas loin parce que le transport routier était tellement peu développé, puis le transport camion était tellement peu développé, qu'entre le quai de pas Saint-Anne-de-Beaupré, le quai de Château-Richer, puis le quai de Donnacona, c'est pas loin. Mais le transport se faisait par bateau, par goélette. Il y avait 2-3 goélettes qui charriaient là. La AHL Transport, après ça, la Notre-Dame-du-Cap qui appartenait aux frères à mon père, l'oncle Autor, au Rosario. Fait que même si les quais étaient proches des moulins de papier, le transport par camion était tellement peu développé que ça se transportait par bateau encore. Ah, OK. Fait que ça a commencé comme ça. Le premier bateau à mon père, là, il charriait surtout du Château-Richer à Donnacona, du Château-Richer
À Trois-Rivières, oui, à Trois-Rivières. Des fois, des voyages ailleurs. Là. Puis, mon père a opéré la AHL Transport jusqu'en 1958 avec Gonzague. Puis là, je passais, mais au début, je faisais rien que des petites séances à bord parce que ma mère là, était inquiète. Ah, c'est ça. Ma mère était inquiète, a toujours été inquiète quand on allait sur l'eau parce que ma mère... Les femmes de marins, ça devait être des gens qui passaient le vie dans l'inquiétude. Oui, mais ma mère avait vécu une affaire grave, là, parce que au printemps 1937, dans le mois de mai, l'oncle Louis Tremblay, qui était qui avait marié une Lapointe, une sœur à mon grand-père Louis Lapointe, mon grand-père Louis Lapointe, qui était mécanicien, mon grand-père Louis Lapointe. Puis dans ce temps-là, il installait des moteurs dans des goélettes à voile. Fait que l'oncle Louis Tremblay, c'était un oncle à mon grand-père Louis Lapointe. Puis là, il avait décidé d'installer un moteur dans sa goélette. Fait que là, il a demandé à son neveu qui était à Louis Lapointe, le père à ma mère, de y aider à installer ça. Fait que, mon grand-père qui avait 36 ans, fait qu'il a aidé à installer son moteur dans sa goélette à voile, qui s'appelait le Léon Trader. Le Léon Trader. Le Léon Trader. Fait que là, tout le printemps, ils ont travaillé là-dessus, puis après ça, ils ont lancé la goélette à l'eau, puis ils ont chargé 400, 500, 600 poches de patates. Puis là, l'oncle Louis Tremblay avait demandé à mon grand-père, Louis Lapointe, il faudrait que tu viendras avec moi à Québec, je connais pas ça les moteurs, puis toi, tu me l'as installé. Fait qu'il dit, c'est correct, mais y aller. Fait qu'ils ont parti avec la goélette, avec un moteur, c'était un moteur à gasoline, si je me rappelle bien. Ils mettaient des des moteurs d'automobile. Dans la goélette, ils raccordaient ça après un shaft puis un hélice. Oui, c'est ça, c'était pas conçu, mais il adaptait ça. C'était des artistes. Ah oui, il était débrouillard. Ouais. Fait que Louis Lapointe, il avait suivi un cours de mécanique en plus. Il avait suivi un cours de mécanique. J'ai encore son certificat de mécanicien chez nous. OK. Alors, je le monterai à Tigui, là. OK. Quand tu l'apportais, tu l'exposeras. Fait que là, il est parti pour Québec avec ça. Ils ont eu de la misère avec le moteur en montant, là. C'était un vieux moteur. Ils ont eu de la misère à Québec en montant. En montant à Québec, ils ont arrêté une couple de fois, puis ils ont fini par se rendre. Puis c'était le 15 de mai 1937. Puis dans ce voyage-là, mon grand-père, Louis Lapointe, s'est noyé dans le bassin de Québec. Aïe, ça c'était... Il est tombé en bas du quai, puis il s'est noyé, il est tombé entre le bateau et le quai, puis ils l'ont retrouvé 2 jours après. Il avait quel âge? Il avait 36 ans. 36 ans? C'est jeune, ça! Fait que là, il avait parti, ma mère restait à Baleine dans ce temps-là, avec sa mère, puis après ça. À un moment donné, ils ont reçu un téléphone à Lille, d'aller dire que le curé était dire à Rosanna, ton mari a eu un accident. Ma mère, elle a toujours eu. Son père est mort comme ça. Son père est mort noyé. Il y en avait comme ça, des accidents sur le bateau, des noyades, il y en avait plein, là. Fait qu'elle était restée peureuse, inquiète tout le temps quand elle était sur l'eau, là. Elle était toujours inquiète quand elle était sur l'eau. Fait qu'elle était inquiète de me laisser partir parce qu'elle avait peur que j'aie un accident, puis qu'il y arrive de quoi. Puis que son père, puis ils ont tombé orphelins, avait 9 ans. Puis son frère Yvan avait 10 ans, puis Mariette avait 5 ans. Fait que Marc, t'es sûr que là, on va finir cette section-là, puis on va recommencer un peu là-dessus, sur la vie des femmes de marins et leur inquiétude par rapport à leurs proches qui naviguent. Ça va faire un beau début pour la deuxième, et on va parler de ton début dans la navigation. On fait un beau voyage avec toi, Marc, et merci pour le temps précieux que tu nous partages. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous autres puis que ça serve à stimuler la mémoire des autres. Je suis encore avec le capitaine d'expérience et apprécié Marc Harvey. Là,
Tout à l'heure, dans la première section, on a fini par ta famille avait ton grand-père avait eu un drame. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes au niveau des femmes d'Amarin parce qu'il n'y avait pas de communication entre le bateau et l'île. Comment ça se passait? C'était quoi un peu les inquiétudes que les... Bien, c'est sûr, les femmes d'Amarin, puis les mères des marins, là, ceux qui avaient des enfants sur l'eau, là, bien, il y avait une inquiétude terrible. Là. Il y avait raison d'avoir une inquiétude. Là. Les drames, là, des drames à bord des bateaux, il y en a eu comme ça. Ça faisait des générations qui se perdaient des vies, puis des accidents, puis des blessures, puis... Ça faisait des générations que ça arrivait depuis que le monde sont installés à l'île. Là. Des accidents sur l'eau, il y en a eu. Là. Il y en a toujours eu. Puis plus il y avait de monde, puis plus il y avait du monde qui naviguait, plus il y avait des accidents. Là. Il n'y a pas une année qu'il n'y avait pas quelque chose qui se passait. Fait que là, il y avait une crainte épouvantable que ça arrive. Chacun avait la peur que ça arrive dans sa famille, puis ça finissait par arriver. Ouais, ça finissait par arriver. Toutes les familles ont été éprouvées par des mortalités du monde proche à bord des bateaux. Puis il y avait des accidents sur les fermes aussi, là, dans ce temps-là. Des naufrages? Puis dans le bois. Y a-t-il eu beaucoup de naufrages de bateaux? Ah oui, il y en a eu, c'est sûr qu'il y en a eu. À chaque année, il y avait 3 goélettes qui ne revenaient pas, là. 2, puis 3, puis 4 qui ne revenaient pas, là. Puis des fois, des équipages qui ne revenaient pas dans les villages d'à côte, là. C'était quelque chose, là. Des disparus, il y en a eu, là. Fait que ça remontait. Bien, ça fait partie de la vie de marin. À l'époque, tous les métiers étaient dangereux. Tu n'avais pas de CSST qui veillait sur toi. Puis, C'est ça. C'était la dîme qui se payait. Là, à chaque année, il y avait des goélettes qui ne revenaient pas, puis il y avait du monde à bord qui ne revenait pas, puis les mères avaient raison d'être inquiètes, là. Oui. Ils étaient inquiètes pour vrai, là, puis il y avait... Le mari était sur l'eau, les enfants, le frère, c'était... Puis les mères qui étaient... les grands-mères qui savaient ça. Oui, puis quand l'automne, puis le printemps, quand ça commençait, puis qu'il y avait du mauvais temps, puis des gros nordais, puis que là, quand le vent prenait, là... Quand le vent prenait, puis qu'on était à la maison, là, on voyait nos mères qui étaient inquiètes. Puis ils n'étaient pas parlantes, puis ils étaient inquiètes, puis ils priaient. Puis quand il y avait ils voyaient qu'il ventait fort, là, ils priaient. Là, il y avait une grande confiance, il y avait une grande foi d'abord. Il y avait une grande foi. Ils priaient, puis les chapelets, puis des signes de croix, puis les prières, puis il implorait à tous les saints, protège-les, protège-les. Puis là, maman parlait à son père. Mon père, protège-les. Okay. Il parlait à leurs anges. Aux défunts. Il parlait aux défunts. Oui, les défunts, il avait confiance aux défunts qu'elle allait les aider. Il n'y avait aucune communication entre le bateau et le marin. Ça a commencé quand? Ça a commencé par des radios amateurs? Les équipements électroniques se sont installés sur les bateaux dans les années 50, 55, là, ils commençaient à avoir des radios, téléphones à bord des bateaux. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient capables de communiquer avec les maisons. Là. Ah, OK. Même s'il y avait un radio à bord du bateau, là, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient capables de communiquer. C'était compliqué, là. Oui, c'était compliqué. C'était compliqué, là. C'était une communication radio-téléphonique à partir du bateau jusqu'à la station radio-téléphonique, puis demander à parler à l'opératrice de la marine. Puis c'était tout un processus. Dire à l'opératrice de la marine, je vais appeler à l'île aux Coudes au numéro de téléphone 554. OK. Ah ouais, l'opératrice de la marine disait, OK, on vous rappelle. Là, au bout d'une demi-heure, il avait réussi à rejoindre l'île au numéro 504, puis ça sonnait 4 coups chez nous. Ring, 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 ring. Là, c'était chez nous. Là, il fallait répondre. OK. Ou bien donc t'écoutais la conversation du voisin. Les communications étaient compliquées, c'est sûr. Après ça, ça s'est amélioré. Et là, l'inquiétude, il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui se passait sur le navire. Et donc, c'était surtout le navire qui n'était pas vraiment en sécurité, parce qu'à la maison, le marin, lui, il devait dormir plus tranquille, parce que ça avançait moins. Il y a des fois, les mères s'inquiétaient pour rien, parce qu'un square à l'île, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il y en a un, là.
OK. Et des fois, il s'inquiétait pour rien, mais il était inquiéteuse, mais il avait de quoi l'être aussi. Il avait raison. Il avait de raison de l'être aussi. Mais ça va, il n'y a pas un capitaine qui appelait sa femme pour lui dire qu'il était dans une tempête, là. Non. Il affrontait, il l'affrontait. Il n'y en a pas un qui... Quand il appelait, généralement, c'était « Ah, ça va bien, ça va bien ». C'est ça. Il rassurait, il n'était pas pour les apeurer encore plus, là. Puis là, on parlait du bateau de ton grand-père. En fin de compte, il a continué à naviguer malgré le fait que ton grand-père n'était plus là? Oui, mon grand-père maternel, mon père, il a continué à naviguer. Mon père, après, je reviens à la fin, à la fin de l'expérience que mon père a eue avec la petite AHL Transport. Il a opéré de 51 à virer jusqu'en 58. En 58, là, il était deux familles à vivre avec la AHL. La AHL n'était pas grosse, là. Elle mettait 60 cordes de bois. Mais il faisait de l'argent. Fait que mon père a dit, m'a trouvé une goélette plus grosse. Puis Gonzague, tu vas rester avec la AHL, tu vas être correct avec la AHL. Fait qu'il s'est entendu comme ça. Mon père, dans l'année 1958, je me rappelle ce qui s'est passé, là. Mon père, dans l'année 1958, il y a une autre goélette qui s'appelait Saint-Timothée, qui appartenait à des gars de Saint-Joseph-de-la-Rive. M. Harvey, Adrien Harvey, puis un Tremblay, là. Eux autres, tout de suite, le premier voyage, 1958, le premier voyage, 1958, ils chargent à Saint-Jean-Port-Joli. 125 cordes de bois. Ils partent pour Trois-Rivières. Ils arrivent, ils montent durant la nuit, à 7 heures le matin, en haut du pont de Québec. Ils passent à terre des bois, comme on faisait. Il y a une affaire qui ne savait pas. Il s'était passé de quoi dans l'automne qui ne savait pas. Il y a un caisson de ciment qui s'était détaché en construction du port de Québec, puis qui avait été échoué là. Il avait été secoué chez Voitures de Saint-Nicolas. Un nouveau récif qui Un récif qui ne savait pas qu'il était là. Puis là, le premier voyage du printemps, il montait là tout bonnement, en plein montant. À un moment donné, bang! Mon Saint-Timothée rentre dans le caisson, défoncé. Il en remplit d'eau dans l'instant de le dire. Là, il est resté en flotte parce qu'un bateau de bois, chargé de bois, même s'il était défoncé, plein d'eau, il flottait aux trois quarts des arimes. Il est resté en flottant là. Ils ont fait un maudit saut, là. Comment ça? Avec le Saint-Timothée, le Jean-Guy monte en arrière. Avec le Jean-Guy, il est arrivé là-dessus. Le Jean-Guy les a pris en remorque, puis il les a descendus au petit chantier à Lévis. Puis il y a deux remorqueurs qui les ont rendus. Fait qu'ils l'ont monté, ils l'ont déchargé, le Saint-Timothée. C'était son premier accident, en 58. Puis là, le père savait qu'il allait le réparer. Fait que là, ils ont monté le Saint-Timothée sur le chantier, ils ont réparé. Puis là, nous autres, ça arrivait assez souvent qu'on faisait marée à Québec. Qu'on arrêtait. Faire marée, ça veut dire arrêter, attendre la marée. Pour que la marée soit montante pour se rendre à Donnacona. Parce qu'il fallait naviguer selon la marée pour ne pas se battre contre le Saint-Laurent. Ben oui, c'est ça. Puis pour rentrer à Donnacona, ce qui était le moulin de papier, il fallait que la mer soit haute. C'est échoué à mer basse, ça. Fait que c'était 2 quais de chouage. À Château-Richer, puis à Donnacona. C'était rare qu'on était capable de rentrer à Donnacona tout de suite. Il fallait des fois, bien souvent, arrêter à Québec. Ben, mon père, il suivait ça, là. Là, il allait voir il suivait le Saint-Timothée, les réparations du Saint-Timothée qui se faisaient du côté de Lévis, juste à Rodquay, au petit chantier des Vibradeurs. Je me rappelle, quand on arrivait à Québec, il me prenait par la main, puis il vient-t'en. On va le voir, le Saint-Timothée, c'est bien avancé. Fait qu'on partait, on arrêtait au Duc d'Orléans. On s'en allait à pied sur la rue d'Alousie. Puis là, il arrêtait de me prendre des bonbons d'un petit magasin. T'as quel âge, là, à peu près? J'avais 8 ans. 8 ans, Je m'en rappelle comme il faut. Et là, on arrêtait au Duc d'Orléans. C'était Capi qui était capitaine. Un frère à mon père était capitaine sur le Duc d'Orléans. Le Duc d'Orléans, il faisait des croisières de Québec à Saint-Anne-de-Beaupré. Des croisières pour... Des croisières, des touristes. Pour les gens qui allaient à l'I9N. Les touristes de Québec, puis ceux-là qui allaient faire des prières au département des Miroirs à Saint-Anne. Et vous n'aviez besoin du département des Miroirs. Moi, arrêtais le voir, on prenait la traverse. Dans ce temps-là, c'était les vieux traversiers de Québec, là. C'était le Bienville, puis après ça, je me rappelle. Donc, on traversait à bord, on débarquait à Lévis, on marchait sur la traque, puis on s'en allait au petit chantier. Puis on allait voir pas de gourdeau,
Puis après ça, la Drière Sanson, qui était les boss du chantier. Puis mon père José avec eux autres. Moi, j'écoutais ça. Puis les gars qui reparaient à la Saint-Timothée, là, qui étaient tout foncés d'un côté, étaient tout verts d'un côté, ils avaient rentré à pleine vitesse. Ça devait être un gros dommage. C'est un gros dommage, quand même. Là, les bordées étaient tout foncés. Puis il y avait des membres. Un bateau de fer, il aurait fait naufrage. Oui, un bateau de fer, il aurait coulé. Fait que là, il était en train de réparer ça. On voyait réparer ça, là. Okay. Les membres, changer les membres, puis des faux membres, puis des bordées, ils n'ont changé un maudit paquet. Okay. Puis là, à mesure qu'on y allait, on arrêtait de temps en temps, puis là, les travaux avançaient. C'était des gars de l'île qui étaient là. Okay. C'était des gars de l'île qui étaient là. Je pourrais te dire leur nom, là. Oui. Les Dufour de Saint-Bernard étaient là. C'était des charpentiers de l'île qui travaillaient là. On ne peut pas les connaître. OK. Ça doit, à l'époque, quand même, représenter une grosse facture, faire réparer un bateau. Ben oui, c'était un gros radeau qui faisait là. Les autres, ils avaient acheté ça. Ils avaient acheté le Saint-Timothée 2000 pièces. C'était de l'argent dans le temps, là. Ils avaient acheté l'épave du Saint-Timothée. Okay. 2000 pièces, mais il y avait de l'argent à mettre dessus. Il y avait 15 000 pièces à mettre dessus, là. Okay. Ça fait que là, je voyais réparer ça. Puis je visitais le bateau. Puis là, je me promenais pendant que mon père parlait. Puis là, j'allais dans la petite cabine, puis dans la cabine du capitaine. Puis là, c'était bien. Là, tu prenais la roue. Puis la roue, ben oui, puis là. Et là, je voyais ça, puis c'est bien que papa disait, ça va nous faire un beau bateau. Fait que papa jasait avec moi, là, j'avais 8 ans, puis là, j'étais d'accord. J'étais d'accord, oui. Ah oui. Puis on va forger plus de bois. Puis là, je lui demandais, on va-t-y aller plus loin? Oui, on va aller bien plus loin. On va aller jusqu'à Rivière-du-Loup, peut-être bien plus loin, 3 pistoles. Ah, ben oui, j'étais d'accord. Ah oui, c'est ça. Ça fait partie de ton imaginaire de oui, jeune. Je me rappelle, là. Il disait, c'est que t'en penses? Ben oui, j'étais d'accord. Oui. J'étais d'accord. Donc, tout de suite, la navigation rentre dans ton ADN, là. Tu aimes ça, là. On voit que tu en parles avec passion. Oui. Puis là, à chaque fois qu'on arrêtait à Québec, on marchait, puis on y allait, puis on venait, on avait le temps d'aller chez la marée. Puis des fois, on accostait on faisait marée au quai Gilles de Mers à Lévis. Okay. On arrêtait à Lévis, puis là, à Lévis, on était bien plus proche encore. Là. Fait qu'on allait voir ça. Fait qu'à la fin, quand j'ai débarqué au mois d'août pour aller à l'école, là, j'en savais plus que ma mère par rapport à ça. Là. Je savais que mon père il allait l'acheter. Là. Ouais. Ma mère ne savait pas encore tout. OK. Mais t'as pas vendu ton père, t'as pas dit... Non, OK. Quand j'arrivais à la maison, ma mère m'a torturé, je savais ce qui était passé. Là. Fait que là, ça s'est fait. Dans l'automne, là, il a dit OK, on achète. On achète. Conseil, tu vas ramasser la Rochelle, ça va te faire un bateau tout seul, tu vas être capable de vivre avec. Puis moi, il m'envoie le Saint-Timothée, puis un beau radeau de fait dessus. Les gars de l'île, ils travaillent bien. Okay. Puis il dit, ça va faire un bon bateau pour faire un grand bout, là, le Saint-Timothée. Ah, il était content. Ça fait qu'à l'automne, il a laissé Gonzague finir la saison avec la Rochelle, puis lui, il s'est occupé de mettre son bateau à l'eau, là, au mois d'octobre. Puis là, ils sont venus avec une gang de l'île, là, plusieurs, 3-4 gars de l'île, pour le mettre en marche, la mise à l'eau, il fallait le remettre à l'eau. Okay. Puis là, il fallait l'emmener pour passer l'hiver sur le chantier. Il ne pouvait pas passer l'hiver sur le chantier à Lévis parce que il y avait des coups. Il était occupé déjà. Fait que les autres, ils voulaient le mettre à l'eau, puis lui, papa, il voulait l'emmener. Il voulait emmener son bateau à Saint-Jean. Mais quand tu parles du chantier à Lévis, c'est pas Davy. Davy faisait des bateaux de métal à l'époque. À Lévis, il faisait de la construction de bateaux de bois. C'était le petit chantier Davy Brodeur. Davy Brodeur. Et non pas la Davy. Non. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Il y avait le gros chantier à Lauzon qui faisait de la construction d'acier. Le gros chantier de Lauzon, mais il y avait le petit chantier à Lévis qui s'appelait le chantier Davy Brodeur. Eux autres, ils faisaient de la construction de bois surtout, ils faisaient des chalutiers en bois, puis il y avait plusieurs gars de l'île qui travaillaient là. Oui, les charpentiers de l'île travaillaient là. Il y avait plusieurs. À l'île, la construction de bateaux et le monde maritime est intimement lié à l'île aux Coudes depuis le début. Puis il y avait du monde en dehors aussi. Il y a des gars des éboulements, de Saint-Joseph-de-la-Rive, qui travaillaient à ce chantier-là. Il y en avait qui travaillaient à la propre construction dans leur propre village, mais il y en avait d'autres qui travaillaient, eux autres, pour le petit chantier de Davy Brodeur à Lévis. Fait qu'on savait que la job était bien faite. Fait quand Saint-Timothée a repris la mer, il y avait encore son vieux moteur. Le vieux Fairbank, là, eux autres, ils l'ont vidé. Il avait été plein d'eau pendant quelques temps, mais un moteur qui trempait dans l'eau, là, si tu te dépêchais,
de le vider, de l'assécher, de le vider, puis de le faire fonctionner, puis avec de l'huile neuve, puis revider la vieille huile, puis tu pouvais le sauver. OK. Fait que c'était pas le premier bateau qui coulait, là. C'était pas le premier bateau qui était récupéré, puis qui était remis en marche, puis son moteur était remis en marche. Ça se faisait. Il y avait du monde spécialisé pour ça. Fait que le moteur était encore bon, là. OK. Puis le bateau est encore bon. Fait que là, le bateau était remis à l'eau. Il était descendu ici au mois de novembre, puis monté sur le chantier à Saint-Jean. Puis le printemps, ben là, l'hiver a passé. Mon père, il a continué de travailler dessus tant qu'il a pu traverser avec le Mont-Laurier. C'était le Mont-Laurier qui était à la traverse dans ce temps-là. Okay. C'était le capitaine Léopold Perron qui était capitaine. OK. Puis on traversait, j'y étais avec mon père, là. On traversait, on allait travailler sur le bateau. Tant que la glace n'a pas poigné. Puis quand la glace a commencé à prendre, ça c'était en 58. En 58, c'était encore le Mont-Laurier. C'était encore le Mont-Laurier en 58. Puis au printemps de 58, c'était encore le Mont-Laurier. Fait qu'on a commencé à aller travailler sur le bateau avec les autres goélettes qui étaient là. Et on était plusieurs qui étaient... Il y avait plusieurs goélettes de l'île qui étaient là sur le chantier. Il y avait des goélettes de l'île qui hivernaient sur le bord de la mer, sur la grève. Okay. Il y en avait qui hivernaient sur la grève. Quand les goélettes n'étaient pas trop grosses, ben, ils les faisaient hiverner sur le bord de la mer, là, proche de la maison. Chez nous, là, il y en avait plusieurs là, en face de la maison. Là. Okay. Il y en avait 1, 2, 3, 4 des fois. Là. La glace, les endommageait pas? Bien, pour les éviter, les endommager, ils rentraient là sur les grands-mères d'automne, dans le mois d'octobre. Okay. Dans la grand-mère. Dans les grands-mères d'automne, en marée haute. Puis là, ils les laissaient échouer. Puis aussitôt qu'ils étaient échoués, ben, là, ils pognaient des jacks, puis ils jackaient. Ah, OK. Avec plusieurs jacks. Quand les goélettes n'étaient pas trop grosses, c'était possible de les jacker. C'était possible de les jacker, de les monter sur des blocs. Ils les montaient de 6 pouces 1 pied, ils mettaient un bloc. Ils se reprenaient. Ils montaient 6 pouces 1 pied. Ils les montaient, ils les cageaient à 4 pieds dans les airs. Okay. Pour pas que la glace vienne les déranger. Pour qu'elle passe en dessous. Ça, c'était des hivernements des goélettes pas trop grosses. Okay. Mais quand les goélettes étaient le moindrement grosses, ils étaient trop pesantes pour être jackés, là. Okay. Là, ils les emmenaient sur le chantier. Ils sortaient de l'eau. Ils sortaient de l'eau sur le chantier maritime à Saint-Jean, parce qu'à l'île aux Coudes, on n'avait pas notre chantier encore, là. Okay. Il y avait une cale sèche à Petite-Rivière-Saint-François, il y avait un chantier maritime à Saint-Jean, okay. Il y avait un chantier maritime à Saint-Laurent, il y avait une cale sèche à Tadoussac. OK. C'est quoi la différence pour le commun des mortels entre une cale sèche et un chantier? La cale sèche, c'est quoi ça? Bien, une cale sèche, là, c'est un endroit naturel qui est fait que tu peux bâtir un mur, un quai, puis laisser une porte pour entrer, la largeur d'une goélette, comme il faut, là. OK. Qu'une fois que la goélette est rentrée, tu peux remettre ta porte, puis la goélette va rester au sec. Puis là, il n'y aura plus d'eau à cet endroit-là, autrement dit. Il n'y aura plus d'eau à la marée basse. Il y a la marée haute. La marée haute, ça va être un mur étanche. Là. Il y en avait plusieurs qu'elle cherche. Ben, il y en avait. J'en connais deux. Là. Il y avait la petite rivière Saint-François. OK. Il y avait la petite rivière Saint-François, puis il y en avait une à Tadoussac aussi. Tadoussac, pour les goélettes. Pour les goélettes. Fait qu'il en rentrait, il remplissait la cale sèche à la petite rivière Saint-François, il en remplissait sur les goélettes. Ben oui, à Tadoussac, elle est encore là, la cale sèche. Oui, elle est encore là, la cale sèche. OK. Fait que là, fait qu'il y avait cet avantage-là. Fait que Saint-Timothée avait hiverne là. Puis dans le printemps, je me rappelle d'y avoir été. Dans le printemps, là, pelleté avec. Puis là, il y avait des goélettes, là. Fait que dans le printemps 59, avec aussitôt que le Mont-Laurier a commencé à naviguer, dans le printemps 59, là, on y allait. Okay. Donc, on va conclure une section. On va faire autant de sections que tu as d'histoires à raconter. Mon ami, c'est tellement agréable de t'entendre parler de ta vie de marin. On navigue dedans avec ta passion de façon merveilleuse. Donc, on va finir cette section-là. Puis, sur la troisième section, où est-ce que tu veux nous emmener? Bien là, vous emmener, là, le Saint-Timothée, on a vu ce qui est arrivé avec le Saint-Timothée, là. Okay. Il a été rénové suite à un gros accident. Okay. Il a failli ne pas être rénové. Il a été rénové, puis là, Néré, Harvey,
Il a donné une deuxième vie. OK. En 1959, au printemps 1959, Néré recommence avec sa nouvelle goélette. Ils font de grands espoirs dans sa goélette. On recommence la prochaine section là-dessus, mon ami. Merci de ton monde merveilleux que tu nous communiques. J'espère que je te rendrai pas malade de mer. Oh non, 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 non. Salut. Je suis présentement devant la maison Bérère, une maison, bien entendu, historique de Capalègue. C'est un endroit, c'est dommage là, qu'on ne peut pas voir la belle vue, mais qui fait partie de Capalègue depuis des années. Et je vais de ce pas aller rencontrer et on va visiter cette maison ancestrale qui fait partie, possiblement, du début de l'aubergerie dans Charlevoix. Bonjour Louise. Allô. Bonjour, on a fait des belles entrevues. Fait qu'on va visiter la maison avec toi. Okay. Ici, on est dans quel endroit? Ben là, c'est la cuisine, naturellement. C'était la cuisine d'été en même temps? Non. C'est à l'année. À l'année ici. On s'excuse pour le petit... Il n'y a rien de brisé. OK. Ça se trouvait être la cuisine à l'année qui servait pour la salle à manger qu'on va visiter tout à l'heure, pour les gens. Parle-nous un peu de cette pièce. Ben, il y a le poêle qui date de 1925. OK. Il a toujours été ici? Depuis 1925. Depuis ça, oui. Oui, la table, je ne sais pas, mais je sais que c'est une très vieille table. OK. Il était là pour la gang ici, pour nous autres. Ça, c'était pour nous autres. OK. Là, est-ce qu'on pourrait visiter... À quel endroit tu nous amènes, là? Ben, je vous amène dans l'ancien bureau de poste. L'ancien bureau de poste. Ma mère, elle a fait un salon, OK. elle-même. Vu qu'elle était toute seule, c'était plus pratique d'être dans cette petite pièce-là. Puis le bureau de poste, Ça, c'est l'armoire, parce qu'on faisait on mettait les fournitures pour le bureau. OK. Là, il y avait des classeurs, il y en avait un autre derrière toi. Puis, on avait... Ben, il y avait un mur ici avec le petit carreau. Ah, OK, le carreau était Oui, ici. on voit où les gens s'arrêtaient encore parce OK. que c'était plus difficile à réparer. OK. Puis c'était ici la salle d'attente. Attends, de l'autre côté, c'était Là, c'était la buanderie. la buanderie. C'était pas un endroit... Et on voit des vieux meubles, ça aussi. Cette table-là, elle fait partie de l'histoire un peu de la place. Maman, ils ont bien conservé ce qu'ils possédaient. OK. C'est que on te suit. Là, ici, je vais m'approcher parce qu'on va voir, on voit une photo. Là. Tu peux-tu nous présenter ces deux Ben, personnages? c'est les parents. Tes parents? On OK. voit que sur le calendrier, c'est en 73. 73. Ouais. Assis à quel endroit? Exactement, là, dans la cuisine, à côté de la boîte à bois. À côté de la boîte à bois. Ici. Ah, ça, c'est Pierre Rochette qui a fait cette photo-là. OK. Maman avait été comme un peu honorée là, pour son implication de la part du musée. Ah, OK. Fait que... Oui, en tout cas, c'était dans la cour du musée que ça s'est fait. OK, on te suit. Fais attention à la marche. Il y a une bonne marche. Pas mal de pas, la marche. Oui. Là, on est dans La salle à dîner. la salle à dîner. On voit ici le meuble qu'on a parlé tout à l'heure. Cet endroit-là. Ici, un banc. Ça faisait partie de... Je l'ai toujours vu. T'as toujours vu, c'est sûr. C'est toujours les meubles qu'il y avait là quand j'étais jeune. Oui, OK. Ici, on a, bien entendu, de vieux miroirs. Là, on va voir peut-être le caméraman. Là, on va... Et cette peinture-là, c'est quoi l'histoire de cette peinture? Ça, c'est une dame, si je me souviens bien, son mari avait travaillé sur la grange, ou travaillé dans la région. OK. Et elle a été pensionnaire ici. Puis elle avait fait cette peinture-là. Oui, c'est une belle représentation de la grange à Gouacheron. Ici, on a La chambre des maîtres. la chambre des maîtres. Les grands-parents dormaient ici. OK. Ensuite, ça a été de ma mère. OK. C'était sa chambre. Elle aussi, elle a une peinture. Ça, c'est une dame anglaise qui l'a faite. L'année est écrite, je pense que c'était C'est marqué 19, 50, 33, ça se peut-tu? Oui, c'est possible en 1933. C'est un bien Ou historique, ça. 53.
Un 50. Ah oui, c'est quelle belle. Ce serait plus 53. 53, oui, peut-être plus 53. Oui, à voir la maison, je dirais 53. OK. À cause Et là, on tombe dans un salon. C'est ici qu'on joue aux cartes. Oui, les meubles sont rendus chez moi. Oui, c'est sûr et certain que. On voit un foyer ici avec un. Ah oui. Un beau lustre aussi. Ça, c'était la pièce où ce que les gens jouaient aux cartes. Ils jouaient-tu à l'argent? Je pense pas. On sait pas. OK. Ici. OK. Là, on va dans l'autre salon où ce qu'on était tout à l'heure. Le salon avec le piano. Le piano. Y a-t-il une histoire? Le piano, c'était un piano qui était pour les... C'est les gens de... Je me souviens de des gens qui venaient en visite qui jouaient. OK. Et nous autres, on ne jouait pas. Mais un peu peut-être à l'oreille, là, comme ça. Là. Maman aussi avait commencé un peu. C'était pas... ben, les Villeneuve, il y avait beaucoup de chanteurs. Chanteurs et musiciens. OK. Mais nous autres ici, non. OK. Je me souviens pas d'avoir vu. Et là, on voit la cage d'escalier qu'on a vue tout à l'heure. Ça, c'est la porte d'entrée principale de la maison. OK. La vieille porte. La vieille porte. Fait qu'on va descendre. En montant, on voit un œuvre d'art. Ça, c'est... Peux-tu nous en parler un peu? C'est une œuvre de Barbara Robb Atkinson. OK. La famille Robb avait une maison ici à Cap-Alegre. Ah, OK. J'ai connu ses parents. OK. Chez Mme Robb. OK. Puis, et elle avait décidé de faire un don. Famille avec maman. On monte à l'étage où les chambres. Là, c'est ça. Ah, c'est un peu sombre, mais là, on s'entend qu'on on est dans une visite. Bon, ça, c'est quelle chambre? Ça? Y avait-tu des noms aux Ah, chambres? ça, c'était la mienne. C'était ta chambre, ça. Jusqu'à ce que je parte, puis ça a été la chambre du pensionnaire à ma mère qui a vécu ici pendant pratiquement 30 ans. 30 ans, c'était quoi son nom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, OK. Jean-Pierre est resté ici une trentaine d'années. Son nom de famille? Degneton, Jean-Pierre Degneton, qui est resté dans cette belle chambre. C'était ma chambre. Ouais. On va continuer notre visite. Alors, elle avait numéroté ses chambres. Ça, c'est la chambre 3. OK, la chambre 3. Avec toujours de très beaux meubles. Oui. Comme tu disais, Ça les a fait décaper, ceux-là. c'est des meubles qui, avant, c'était recherché, mais moins à la mode, mais des fois, les modes, ça revient. Oui. Le lit aussi, c'est un lit quand même qui date. Oui, de... la tête de lit date. Oui, OK. Elle est très belle, d'ailleurs. Ah oui. Fait qu'on continue notre belle visite. On rentre. Ça, c'est une chambre il y a eu une petite histoire. Oui, c'était 2 chambres. OK. Elle l'a ouverte parce que à 5 chambres, t'es un gîte et à 6, t'es une auberge. OK. Et maman ne voulait pas servir les autres repas. Elle OK. voulait plus servir le déjeuner. Alors, elle a fait une seule chambre. Ah, OK, OK. Mais Donc. de ce côté-là, c'était mon frère, puis de l'autre côté, c'était ma soeur. OK. C'est quoi ça? Ça, c'est juste... C'est beau quand même. C'est une belle petite œuvre d'art. Tous ces cadres-là, là, OK. les photos, les espèces de photos, c'est mon père qui avait ramassé ça, je ne sais pas où. OK. Mais les cadres Oui. ont été faits par mon grand-oncle René Lévesque. OK. Pas l'ancien premier ministre, là. Non, mais ils ont resté sur la même rue. Ah, OK. Oui. Non, c'était le frère de ma grand-mère, Juliette. OK. Il s'appelait René Lévesque, puis c'était un détective de la police de Sainte-Foy. OK. Et à sa retraite, il a fait beaucoup d'ébénisterie. OK. Puis là, il avait dit à papa, il dit, donne-moi là, il dit, moi, je vais te faire des cartes. OK. Fait que... Donc, il a fait ça. C'était quel le numéro de cette chambre-là? C'est la 4? La chambre 4. Oui, c'est la 4. OK. On va repartir. Il y a 2 portes. On sait pourquoi. Si je veux faire la lumière. OK. Il y a une sorte de petites choses là. OK, OK. Ceux-là sont... C'est-tu un autre cas de M. Lévesque, ça? Oui, celui-là aussi, oui. Pas l'autre. OK. Mais c'est quand même une image. L'image intéressante, oui. C'est probablement pris dans des anciennes revues. Et on voit les beaux petits meubles d'époque. Oui. Cette commode-là, c'est une belle commode, ça.
Ça, c'était des dons de notre voisin, M. Thomas. De M. Thomas, oui. Il y avait 2 lits aussi en fer. Moi, j'en ai un chez moi. OK. Maman les a changés à un moment donné parce qu'ils étaient peut-être un peu trop anciens. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a décidé de les changer pour ceux-là qui sont là aujourd'hui. OK. C'est des lits qui sont peut-être un peu plus contemporains, Oui. mais qui cadraient Ils sont bien. en bois, ça fait que ça cadre avec la maison. Oui, effectivement. Donc, on continue notre belle visite. Oups, j'ai dû m'accrocher. Ça, on voit le haut de la cage d'escalier. Il y en a passé du monde ici. Oui. Ici, c'est comme un passage. Et là, ici, c'est la chambre numéro Ah, numéro 1, la plus belle. c'est les mots de la maman, ça. De ta mère. OK. C'est encore un autre cadre de ton oncle, grand-oncle René Lévesque. Avec un petit personnage, un petit... Les choses, ça fait longtemps que c'est là. Ouais, oui, effectivement. Hé, la belle patère! Ça faisait-tu partie des meubles qui servaient à la chambre, ça? Ben Oui, oui, il restait ici. OK, c'est comme une patère qui avait C'était été... le thème, on s'en servait comme porte-serviette. Ah oui, ben oui. Ça prend des porte-serviettes dans toutes les chambres. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est sûr. Là, ici, c'est comme l'entrée pour le balcon. Il y a un beau balcon en avant qu'on a vu tantôt avec une vue sur le fleuve. Quand le fleuve, on le voit. Oui, oui. On le voit. Oui. On va juste faire ici, par exemple. OK. Non, OK. Bon, tu suis, c'est toi qui décides. Fait que c'est une belle visite. Ben, c'est ça. OK. Fait que c'est de l'endroit de ton enfance, Oui. puis on tient à te remercier pour nous avoir fait visiter ce bel endroit et on se redonne des nouvelles et on souhaite qu'un jour, une autre personne tombe en amour avec cette maison-là et en fasse un gîte pour en faire profiter les gens de passage. Oui. Merci beaucoup. Merci.